Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24. Nous serons une nouvelle fois aux quatre coins du pays, aux côtés des Belges et aux côtés aussi de leurs animaux de compagnie. La preuve ce soir avec la grande affaire. Les seniors, le gang des vieux en colère sont remontés. Pourquoi? Parce qu'on veut interdire à certaines personnes un peu plus âgées d'adopter certains animaux de compagnie. Ça devient même un débat politique qui s'invite au Parlement. On verra dans un instant ce qui se passe dans ce dossier. Nous serons aussi ce soir du côté de Ciney où nous attend Alexandre Gérard. Une mobilisation sans précédent a lieu pour sauver un média de proximité. Ma Télé, on s'est mobilisé à Ciney, mais aussi dans toutes les villes des alentours. On sera sur place pour savoir ce qu'on peut encore faire pour sauver cette chaîne de télévision locale et bien plus que ça. Nous serons aussi du côté de Dilbeek, où voilà qu'un bourgmestre, M. Stein, a décidé d'écrire à tous les commerçants en leur disant « Le français dans vos commerces, c'est désormais terminé ». Oui, mais quel poids a-t-il en réalité? On fera le point sur ce dossier, là encore dans un instant. Et puis, Didier Reynders va-t-il, oui ou non, échapper à la justice et bénéficier d'une transaction pénale? Là encore, nous arriverons avec toutes les infos ce soir sur un dossier sensible pour tous les Belges. Et pour parler de sensibilité, mais aussi de science, nous avons ce soir le professeur Bucella, en compagnie de Mosca, qui n'est jamais bien loin. On y revient dans un instant. Il y aura Romuald Lamorté, toujours là lui aussi. Pilier de l'histoire, mais de bien d'autres choses encore. Il y aura Hubert Mestré qui viendra représenter la voix des seniors sur ce plateau et aussi des animaux de compagnie. Et puis, évidemment, pour compléter cette table, une artiste pas comme les autres, Julie Compagnon sera de la partie 100% belge. Ça démarre maintenant et forcément avec vous. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Allons enfants de la patrie. J'ai l'impression qu'on est sur une spéciale animaux ce soir. Je vous préviens. Alors c'est Mosca, votre chien, qui va s'en réjouir, professeur Bucella. Et en parlant d'animaux de compagnie, Julie, je voudrais qu'on démarre avec une grande victoire. Une victoire pour cette chaîne, une victoire pour les amis des animaux, une victoire aussi pour l'école de Neupré. Vous vous souvenez de ce feuilleton concernant le chat Skullcat? Absolument. Absolument pas. C'est la preuve que vous n'avez rien suivi à l'émission. Hein? Monsieur vient prendre son cachet 2 fois par semaine, mais pour le reste, il ne regarde pas ce qui se passe ici. Skullcat, ce chat qui était hébergé du côté d'une école de Neupré depuis 10 ans maintenant, on voulait le mettre dehors. Eh bien, la mobilisation a payé. Il va pouvoir rester dans l'école. Cette école qui était son domicile depuis près de 10 ans, où il était au chaud, il était nourri, blanchi, etc. Sauf qu'il y a quand même quelques conditions qui ont été imposées par la bourgmestre. Ben oui, et c'est normal quelque part, parce qu'un chat, c'est un animal domestique. Un animal domestique, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut Un toit? un maître. Un maître. Il lui faut Ah un oui. maître, un responsable évidemment. Donc sa présence dans les... Fabrizio oublie d'être de temps en temps, mais ça c'est un autre problème. Sa présence dans l'école était pas encadrée et c'est ça en fait qui posait problème. Donc ils ont fait une proposition de texte et donc le chat va pouvoir rester, mais il y a des conditions évidemment. Donc Skullcat doit être pucé, il doit avoir un abri à l'extérieur, mais ils sont peut-être en pourparlers pour le faire construire par les élèves, donc ça peut être un beau projet. Il doit aussi être sous l'œil attentif de quelques voisins qui sont pas loin. Il doit quand même être surveillé, ce chat. Et alors, il doit dormir uniquement dans le sas d'entrée de l'école, dans son arbre à chat. Ça, c'est les conditions. Par contre, Skullcat, il a des interdictions aussi. Il peut pas déambuler librement. Et j'entends le chien qui fait beaucoup de bruit. Si vous entendez des bruits parasites de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il y a un chien dans ce studio qui s'appelle Mosca, qui est présent depuis maintenant quelques ça. jours, qui fait un peu de bruit, Ça mais qui l'énerve un tient, peu. qui tient à rester anonyme et Voilà. à se montrer le moins possible. Ça Vous l'aurez l'énerve un remarqué. peu qu'on parle du chat, mais enfin voilà. Donc le chat ne pourra pas déambuler librement, il ne pourra pas aller dans les classes, pas dans les cuisines, pas dans la salle de gym, pas dans les espaces communs en quelque sorte, voilà. Et donc désormais sa maîtresse, c'est la directrice de l'école, et donc dans ces conditions, le chat peut rester. Le feuilleton est donc terminé, il reste un débat. Est-ce qu'on doit l'appeler Skullcat ou Skullcat? Je vous laisse trancher, professeur. Skullcat ou Skullcat? Skullcat. Ça, c'est les modernes. Hubert, vous défendrez la langue Avec néerlandaise tout mais à l'heure, donc oui. on dira Skullcat. Skullcat. Oui, Skullcat. Eh bien, parlons un petit peu de la Flandre, vous allez le voir, c'est dans les visages du jour. Avec 3 visages à la une ce soir. D'abord, le bourgmestre de Dilbeek, Monsieur Stein, qui n'est pas content qu'on parle français dans les commerces de sa commune. Nous parlerons aussi de Laetitia, la directrice du Novotel de Charleroi, qui en a marre de se faire piller. Alors, les petits shampoings, ça va, mais les peignoirs et la machine à café, c'est un peu trop. Et puis, nous reviendrons sur le visage de la tristesse, de l'émoi, le visage de Fabrizio, qui avait 15 ans, qui a perdu la vie sur la route. Nous vous donnerons des nouvelles du chauffeur, qu'il faudra sans doute appeler chauffard tout à l'heure, parce que la justice s'en mêle, mais son employeur aussi. On y
revient dans un instant. Mais d'abord, le premier visage, c'est celui de cet homme, Stein, bourgmestre NVA du côté de Dilbeek. Monsieur qui dit oui, oui, oui à toutes les interviews. Regardez, oui, 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 oui. Mais en fait, il dit non, 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 non. Dès qu'il s'agit de parler français dans sa commune, voilà ce qu'il va faire. Il avait déjà envoyé une lettre disant aux commerçants qu'il ne pouvait plus parler français, ou en tout cas qu'il décourageait l'usage du français dans les commerces. Cette fois, il va aller la remettre en main propre, carrément à tous les commerçants en disant « Désolé, mais ici, c'est une commune flamande, on parle flamand et les mots sont lourds de sens. » Écoutez, lisez ce que dit Stein, le bourgmestre. Il est clair que le caractère néerlandophone de la commune est menacé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser faire. Une lettre n'est qu'une lettre. On peut facilement la mettre de côté ou l'ignorer. À partir de maintenant, je remettrai personnellement cette lettre aux entrepreneurs qui communiquent et affichent dans d'autres langues. Concrètement, je me tourne vers vous d'abord, professeur Bucella, ça veut dire quoi ? Il va remettre cette lettre à tous les commerçants, mais est-ce que les commerçants ont le droit de parler la langue qu'ils veulent, avec qui ils veulent ? C'est en gros un petit conseil d'amis qui donne ou c'est une obligation ? Oui, alors il y a deux choses. Donc, d'abord, par rapport à la lettre, il peut chanter Ramona en flamand, en italien, en portugais. Entre guillemets, ça change rien. Qui est là. Oui. Elle est réapparue. Si vous voulez, vous avez à 100% raison, les commerçants parlent la langue qu'ils veulent et les clients parlent la langue qu'ils veulent. La Constitution et la loi belge ne régit pas l'utilisation des langues dans un cadre privé ou dans un cadre commercial. Par contre, l'étiquetage, donc les prix par exemple, eux doivent bien être indiqués dans la bonne langue. Et il me semble que ce qu'il disait dans sa déclaration, c'est qu'il allait aussi vérifier que les prix étaient bien dans la bonne langue. Les prix doivent être en flamand. Il a un vrai pouvoir de vérification et voire de contravention. Oui, lui ou son administration. Quoi. Donc quelque part, comme disait Pépin le Bref, pour la faire brève, eh bien, vous pouvez à Dilbeek acheter une cafetière en français avec un prix en flamand et vous payerez à la caisse en français le prix flamand. Vous avez quand même réussi à mettre Pépin le Bref et Dilbeek dans la même phrase. Ça n'appartient qu'à la science. Si à propos de la science, je voudrais vous demander très sérieusement, professeur, si on décourage des utilisateurs, des consommateurs de parler français dans une commune, est-ce que ça va tuer la langue, que dit la science, ou au contraire, ça va lui donner un côté, je ne vais pas dire presque subversif, mais l'encourager à se développer par ailleurs ? Oui, tout à fait. Ça, j'ai vérifié, la littérature scientifique est très très claire. Le fait de restreindre la langue dans les communications officielles ne va pas réduire sa vitalité. Parce qu'en vérité, la vitalité de la langue, c'est l'utilisation qu'ont les gens dans un cadre familial, privé, dans un cadre en fait quotidien, dans un cadre d'usage. Et donc, en vérité, la survie de la langue tient plutôt à la famille, aux écoles, au domaine, donc quelque part où elle est nécessaire. Et on a aussi pu montrer exactement ce que vous avez sous-entendu, à savoir c'est des réactions psychologiques où quand quelque part vous forcez les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, il y a une sorte d'effet rebond. En gros, vous venez de dire à M. Stein que ça ne marche pas. Regardez la tête qui tire juste derrière. Oui. Il a une tête jusque par terre. Sa méthode ne servira à rien. Et pourtant, mon cher Hubert, regardez, on parle français partout à Dilbeek, notamment dans les commerces, et quand il s'agit d'inviter à aller goûter certains commerçants. Ça y est, on est à Dilbeek, les amis, à Bruxelles. Et derrière moi se trouve apparemment le snack qui propose les plus grands douroums de Bruxelles. Tout simplement des douroums qui mesurent 60 cm. Les amis, vous me connaissez. On me propose ce genre de truc, je suis obligé de venir tester. Ça se passe juste là, suivez-moi. Pour faire plaisir à monsieur le bourgmestre Stein, Hubert, est-ce que vous pouvez nous traduire ceci en néerlandais et inviter tous les francophones à aller manger un dorum, mais en flamand? Maar ja, het is normaal, hè. Mais het probleem is, dans le friture, tu demandes une frite en français et en flamand une frite. Tu demandes de mayonnaise en français, en flamand mayonnaise. Tu demandes de samouraï en flamand, samouraï. C'est le problème. Hein. Alors tu dois parler anglais maintenant. Qu'est-ce que ça est? C'est lait mythique. Hein. Ouais, c'est mythique. C'est pas ce que c'est comme langue. Alors là, c'est Bosman et Copenhague à Dilbeek. Je sais pas, Bosman et Copenhague, ils se sont perdus. Non, mais le problème est beaucoup plus sérieux parce que cette pression que va faire le bourgmestre, elle peut avoir un effet pervers. Je ne sais pas si on se rappelle en 2008, quand Overijs a demandé que tous les folders soient en néerlandais et les annonces, les menus extérieurs en néerlandais. Certains commerçants étaient très réticents, mais on me le disait, qui connaît bien le domaine, me disait, mais il peut y avoir des moyens détournés. La commune va dire, oui, mais vous savez, détourner la circulation, parce que pour... Vous voulez dire qu'il y a des moyens de pression sur ces commerçants? Et même à Overijs, il y a des commerçants qui se sont plaints
anonymement, parce qu'à l'époque, il y avait des gens de fractions flamingantes qui venaient les trouver en disant, écoutez, dans la commune, on n'aime pas beaucoup de vous voir en français, ne soyez pas étonnés. C'est intéressant, c'est intéressant ce que vous dites. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens de dissuasion, mais il y a des moyens de pression que vous relevez ce soir. La science nous a rappelé néanmoins que tout ça ne sert à rien, monsieur le bourgmestre Stein. Deuxième visage à la une ce soir et au cœur de cette Belgique, le visage de Laetitia. C'est la directrice du Novotel, du côté de Charleroi, hôtel qui a pignon sur rue, qui fonctionne très bien, mais qui en a un petit peu marre. Et le problème, elle le dit tout de suite, n'est pas propre à Charleroi, c'est commun à toutes les grandes villes et à tous les grands hôtels. Elle en a marre qu'on vienne lui voler des petits produits d'accueil. Regardez ce que dit Laetitia. En plus des produits d'accueil non réutilisables, les articles les plus souvent subtilisés chez nous, ce sont les peignoirs et les serviettes de bain. Hubert, je voudrais qu'on fasse ce soir la liste et l'inventaire très précis des objets qu'on a le droit de prendre quand on va à l'hôtel, en gros le petit shampoing ou les petits peignes, etc., et les objets qu'on n'a absolument pas le droit de reprendre, par exemple le peignoir ou par exemple la cafetière, puisqu'apparemment des gens repartent avec la cafetière. Écoutez, un vol, c'est un vol. Et dans un hôtel, on ne vole pas n'importe quoi. Il y a une tolérance sur ce qu'on appelle dans les hôtels les petits produits de courtoisie. Les petits produits de courtoisie, c'est les petits shampoings, les petits savons, les nécessaires à coudre, le bloc avec un bic. Mais les gens sont obsédés, ils volent tout. Vous avez cité certaines choses, les peignoirs, etc. Mais il y a les cendriers, il y a les objets de décoration. Écoutez, les petits shampoings maintenant, ça va être supprimé. Oui, on peut, il y a une tolérance, mais on va les supprimer. Alors, on va mettre des distributeurs. Ça, c'est pour l'écologie, c'est pas mal. Au Novotel à Charleroi, il y a des distributeurs avec de très beaux sigles, très beaux. On les a arrachés. C'est une obsession, mais ça Comment fait est-ce que vous tellement... savez ça, vous, qu'on a volé Mais j'ai téléphoné. Ah ouais, vous avez téléphoné. Vous n'avez pas le même chambre, par hasard. En tout cas, sachez qu'un jour, j'ai volé un petit produit de courtoisie qui était un peigne, mais c'était plutôt pour le gag, parce que je n'en avais pas l'utilisation, et je trouve ça plutôt drôle qu'ils mettent un peigne dans ma chambre. Je vous remercie pour cette confession. Je vous remercie pour cette confession qui vous honore, professeur. Vous savez que ça coûte à l'hôtel, ça se compte en milliers, les vols à l'hôtel, en milliers. Mais justement, vous savez quoi, l'hôtel prend des mesures. Je voudrais juste vous livrer ces quelques propos supplémentaires de Laetitia qui dit, bah ouais, par exemple, les robes de chambre, maintenant, on les met plus que dans les suites pour y limiter les frais. On n'en prévoit plus dans les chambres standards. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça. Et puis l'objet semble-t-il miracle pour éviter les vols. C'est ce peignoir-là, regardez, notamment distribué du côté de Van der Valk, un peignoir blanc, sans sigle, sans décoration, parce que là, vous êtes sûr que personne n'a envie de le ramener à la maison. Vous achetez ça de Francis ou chez Eka, enfin quoique, le professeur Bouchella qui vole les peignes serait peut-être intéressé par un peignoir en plus. Ils sont intéressés, vous savez comment... Dernier visage au cœur de l'actualité ce soir, et ce visage est évidemment bien plus tragique. Il nous ramène dans une histoire beaucoup plus triste et nous emmène surtout dans la province du Luxembourg. C'est Fabrizio qui était élève et qui se rendait à l'Athénée Royal Rochefort-Gemelle. C'est là qu'il avait école. Il avait pris son vélo à 6h du matin. Il avait bien son dossard jaune recouvert, certes par son sac à dos, mais il était visible sur les routes. Et voilà qu'il a perdu la vie il y a de ça quelques jours maintenant. Le recueillement et l'émotion sont évidemment intenses dans la région où on dépose des fleurs, où l'ensemble des familles et des membres de l'école sont particulièrement touchés. On en apprend ce soir davantage sur le chauffeur qu'il va falloir appeler chauffard à un moment donné ou à un autre, puisque voilà ce que dit la presse aujourd'hui. Selon nos informations, le chauffeur qui se rendait sur le lieu de son travail était alcoolisé, imprégné, nous a-t-on précisé, pris de panique. Il ne s'est pas arrêté, il a poursuivi son chemin. Il aurait même, nous dit l'avenir, rapporté à un collègue qu'il avait sans doute heurté un gibier, sans en être sûr. Le dit collègue a alors proposé de retourner sur les lieux. Histoire complètement folle, Romuald. On a appris que le parquet avait ouvert une enquête, mais par contre que son employeur, qu'on va citer, Thomas Épiron, l'avait déjà licencié. C'est possible comme ça de licencier quelqu'un sans attendre finalement la fin de l'enquête judiciaire ? C'est vrai que c'est une histoire folle qui m'a un peu fait penser au film Juré 2 de Clint Eastwood. Mais oui, effectivement, la justice sociale, le tribunal du travail et la justice pénale, ça agit de manière indépendante. Et donc oui, une entreprise, un employeur belge peut licencier immédiatement son employé pour un motif grave, même s'il y a une enquête pénale qui est en cours, mais il doit prouver cette faute professionnelle. Et donc cela supposerait dans le cas précis
ici qu'ils ont des indices ou des preuves qu'effectivement la personne était alcoolisée lorsqu'elle était dans son travail. Et en plus, au niveau des transports, le fait d'être alcoolisé dans la jurisprudence belge, c'est une circonstance aggravante là-dessus. Donc évidemment, il y a des règles à respecter. Le motif de rupture doit être envoyé dans les 3 jours à partir du moment où on vous dit que vous êtes licencié. Mais donc oui, c'est possible. On ne doit pas attendre les conclusions d'une enquête. Évidemment, la personne pourra contester son licenciement devant le tribunal du travail, mais l'entreprise a le droit de ne pas attendre les conclusions d'une enquête. Elle presse en ce moment son préavis, donc on imagine qu'elle a reconnu sa faute auprès de son employeur qui suit par ailleurs l'enquête de très près. Voilà pour les visages dont on voulait absolument vous parler ce soir. Il est l'heure de continuer à faire le tour du pays et peut-être de passer près de chez vous. Et ce soir, nous irons à Maretsu, où les stars sont en train de se bousculer. Julie nous dira qu'est-ce qui se cache derrière ça dans un instant. Nous serons aussi à Molenbeek, une commune dont la vie va peut-être changer demain, avec une grande nouvelle que toute la commune attend. Et puis nous serons à La Roche en Ardennes, où les habitants se posent des questions. Vont-ils pouvoir rester ou pas, vu les prix de l'immobilier? Mais avant ça, faisons une première escale du côté de Ciney. C'est là que nous attend ce soir en direct Alexandre Gérard. Alexandre, vous êtes sur place parce qu'on a choisi de se mobiliser pour sauver le média de proximité local. Ma Télé, toute la région est là-bas ce soir. Qui est là très exactement? Qui se mobilise pour cette chaîne? Eh bien Thibaut, c'est véritablement toute une région, l'arrondissement de Dinan-Philippeville qui s'organise, qui s'est mobilisé aujourd'hui pour être là, et vous l'avez entendu, hein. Il y a une belle ambiance ici, une ambiance conviviale, à l'image de Ma Télé, nous a dit sa rédactrice en chef cet après-midi. Alors qui concrètement est là aujourd'hui? Eh bien tout un tas de monde, des simples citoyens, des clubs sportifs, certains ont même annulé leur entraînement pour pouvoir être ici aujourd'hui et sauver leurs médias de proximité. Ils nous l'ont répété. Il y a aussi des membres d'associations culturelles et folkloriques. Et pour eux, ils nous disaient, Ma Télé, c'est plus qu'une télé, c'est très important pour eux, pour les clubs sportifs. Par exemple, ils nous expliquaient que ça avait un impact sur le sponsoring, sur la visibilité aussi, et donc les inscriptions qui peuvent être plus nombreuses en cas de couverture de Ma Télé. Alors, on a rencontré Jean-Marie. Jean-Marie, vous allez me demander qui c'est. Thibaut, eh bien, c'est un citoyen comme beaucoup ici qui a voulu aider Ma Télé à se mobiliser justement, et en a découlé cet événement aujourd'hui. Et Jean-Marie, vous allez l'entendre, il était quand même un peu stressé avant cet événement, mais le monde est bien au rendez-vous. Je craignais un peu parce que vous savez, quand vous avez une idée pareille, vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus, mais j'étais certain de mon coup, puisque j'avais contacté énormément de clubs. Des clubs de football, basket, etc. Tout dans le milieu sportif, puisque c'est là que je suis surtout. Et alors, j'avais chaque fois du positif. Je n'ai rien eu de négatif. Par exemple, j'ai été mettre des affiches à droite et à gauche pour annoncer l'événement. Même des magasins et des franchisés, ils me disaient « oui pour vous, oui, 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 oui ». Donc, je crois que quand vous avez ça, je pense que le monde politique doit se poser des questions avant d'arrêter ou de ne pas soutenir ça. Enfin, moi, je ne comprends pas. La mobilisation, elle est là, elle est forte ce soir, on le voit avec vous Alexandre. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Eh bien Thibaut, ça tombe bien que vous me le demandiez parce que je suis ici avec le directeur de Ma Télé, Laurent Costanciello. Alors, la première question, il y a l'avant-projet au niveau politique, l'avant-projet de décret qui est passé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette mobilisation, elle n'arrive pas un peu trop tard? Non, je pense qu'elle arrive au bon moment, et surtout, le message qu'on évoque aujourd'hui, c'est le message qu'on dit depuis le début des concertations, qu'un média de proximité, il doit être proche et pas centralisé, éloigné. Et c'est évidemment notre crainte dans cette réforme. Et c'est pourquoi, pour parler clairement, on pense que cette réforme est mal emmanchée. C'est qu'elle est éloignée de nos territoires. Et on veut vraiment conserver notre indépendance pour être au plus proche de nos citoyens. Alors il y a cette mobilisation aujourd'hui. La suite, c'est quoi? La suite, c'est justement, moi je pense que les faits sont là. 5000 personnes sont présentes ici. Ça veut vraiment dire l'attachement, l'adhésion qu'ils ont à leurs médias. On fait le lien, je pense, entre l'associatif, les entreprises, le monde culturel, le monde sportif. Et donc on veut vraiment que ce message soit entendu et qu'on tienne compte dans la réforme qu'un média qui fonctionne bien, comme c'est le cas de Ma Télé, doit continuer à exister.
Alors, la ministre a évoqué de nouvelles consultations. Vous en espérez quoi? Justement, j'espère, après avoir vu ici le monde présent, que justement on va tenir compte de certaines spécificités de certains médias et que ma télé pourra garder son indépendance. Merci beaucoup Laurent Costanciello. Voilà, ici Thibault, la personne de ma télé évoquait l'idée d'avoir 1000 personnes. Au final, vous l'avez entendu, hein, il y a environ 5000 personnes ici. Un véritable succès dans la région. Merci Alexandre, et on sait que vous êtes le régional de l'étape ce soir et que cette cause, ce média de proximité vous touche aussi à titre personnel. Merci d'avoir été le relais de cette émotion et de cette mobilisation là-bas sur place. On va rester dans la région, on ne sera pas si loin en tout cas. Première escale ce soir du côté de Maretsou. Maretsou qu'on connaît évidemment pour son abbaye, pour son château aussi. Château où subitement depuis quelques jours, on voit passer des stars, Julie. Alban Ivanov, Audrey Lamy sont apparemment sur place, ont été repérés. Qu'est-ce qu'ils font au château de Maretsou? Vous qui êtes un peu l'ami des stars, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont là-bas? Vous me connaissez bien, Thibault. Le Gotha. Non, mais évidemment, vous pensez bien qu'ils ne sont pas là pour éplucher des lentilles. Évidemment, ils sont sur un tournage. Je ne savais même pas que ça s'épluchait des lentilles, c'est vous dire. Ils sont sur un tournage. Alors, c'est un tournage c'est un film qui va s'appeler Justin le Juste. C'est d'Éric Barbier. C'est un film, une comédie dramatique qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils sont en train de tourner là dans les environs du château jusqu'au 24-26 septembre. Mais voilà, je sais qu'il y a quelques mécontents, je crois, dans la région. C'est le moment, si vous le voulez bien, alors Julie, de lancer officiellement l'alerte râleur. L'alerte râleur parce que même quand il y a des stars dans votre région, on trouve toujours des choses à redire. Romuald, celle-là, elle est pour vous. La circulation a été modifiée aux alentours du château. Jusqu'au 24 septembre, elle s'effectuera par alternance. Autrement dit, c'est le souk complet. Des stars ont comme ça le droit de bloquer le passage. Mais non, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, c'est soumis à des démarches précises et à l'obtention d'autorisations. Et donc, c'est pas parce que c'est des stars qu'on leur a délivré les autorisations de tournage, c'est bien cadré. Et si on ne respecte pas ce qui a été demandé, on s'expose à des sanctions. Il y a deux procédures. Soit vous demandez, parce que vous allez mobiliser une route communale, et bien là, vous allez directement voir la commune. Par exemple, à Braine-l'Alleud, il faut le faire 10 jours avant le tournage. Du côté de Uccle, ça serait 15 jours. En moyenne, c'est 10 à 15 jours. Par contre, si vous êtes sur une voie régionale, et bien là, si on prend l'exemple de la Wallonie, vous devez aller contacter la Sofico 10 jours à l'avance. Et par contre, si vous allez vraiment prendre énormément de place avec par exemple des décors, des barrières, des parkings, bref, et là parfois il faut le faire 1 mois, voire 2 mois à l'avance. Donc tout cela est vraiment bien cadré. Donc tout est simple en Belgique, tu dois soit demander à la commune, soit à la région, soit de savoir qui est propriétaire du lieu. Les routes dépendent chaque fois d'un niveau de pouvoir différent, cher monsieur. Tout est simple, même pour le monde du cinéma. Comme ça, monsieur Roland. Vous savez, Julie, quand elle fait des concerts, elle bloque pas toutes les rues. Hein. Bon, ça dépend. Ça dépend. On va passer parfois après. Il faut souscrire une assurance responsabilité civile pour la production. Je m'excuse, Romuald, mais quand le professeur Buccella se rend à Paris, Excusez-moi, membre des grosses têtes, il n'affrète pas un convoi spécial, il ne demande pas à ce qu'on bloque les rues sur son passage, sauf erreur de ma part, professeur, vous faites ça en toute modestie. Je fais ça en toute modestie. Mais par contre, si vous avez le pouvoir de bloquer la rue le lundi, quand je viendrai ici, parce que je viendrai en direct des cours, ou éventuellement de créer un vortex spatio-temporel, ce serait vraiment extrêmement pratique. C'est surtout pour tout le monde alors. C'est surtout vu les dégâts que peut faire le chien sur votre passage. Et d'ailleurs, effectivement, on devrait un peu élargir et créer un périmètre de sécurité à mon avis. Il mord un câble derrière. Oui, je pense que l'émission va bientôt s'arrêter ici. Ne vous inquiétez pas, si le signal est coupé en direct, on vous l'a dit, c'est la faute du chien de Fabrizio. On n'y est absolument pour rien. Nouvelle escale ce soir, on quitte la Wallonie, on revient du côté de Bruxelles, direction Molenbeek. Molenbeek, commune qui fait évidemment l'actualité régulièrement, notamment en raison des fusillades dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Les fusillades, mais aussi ce fameux conseil communal où des propos limites ont été tenus pour les uns, des propos parfaitement acceptables pour les autres, mais laissons ces polémiques de côté. Pourquoi ? Parce que demain, c'est peut-être une grande nouvelle qui va changer l'histoire de cette commune. Vous savez, Molenbeek est candidate pour devenir capitale européenne de la culture. Et attention parce que c'est demain que le verdict va tomber. Ils sont désormais encore 3 en lice. Il y a 3 candidats, Molenbeek, Namur, Leuven, et vous le savez, à quelques heures du fameux verdict, eh bien les habitants de Molenbeek n'attendent qu'une seule chose, le soulagement et une information positive. Bien sûr, ce sera bien, surtout quand je vois que il n'y a pas de distraction quand même ici pour les jeunes de choses ainsi. Donc ce serait une bonne solution que, voilà, s'il y a des activités culturelles et tout ça, ce serait bien quoi. Écoutez, le concept, oui, il est bon, il est bien.
C'est une commune multiculturelle en plus, multiraciale. Donc moi je trouve que c'est un bon sujet et c'est bien de l'accepter. Moi je trouve que Molenbeek c'est très bien comme commune. D'abord, il y a une diversité, il y a beaucoup de manifestations culturelles et ça vraiment moi j'apprécie et j'aimerais bien que ce soit vraiment la capitale de la culture européenne. Il est clair que ça va changer d'une façon ou d'une autre l'image de Molenbeek à l'international. Professeur, qui va choisir entre ces trois villes? Parce qu'il y a encore 3 candidats pour ce titre de capitale européenne de la culture. Est-ce que c'est sur base de critères un peu scientifiques ou c'est au petit doigt mouillé? Non, alors, bon, en vérité, c'est un comité de 10 experts indépendants désignés par les institutions de l'Union européenne, à savoir le Parlement, le Conseil, la Commission, le Comité des régions, et 2 experts en général désignés par l'État membre. Ça, c'est l'opération. Je suppose que vous ne voulez pas la liste des 12 noms. De toute façon, je l'ai oublié à la maison. Si vous en connaissez quelques-uns, si vous avez des amis, c'est le moment de les citer. Non, j'en ai absolument pas. Mais ceci étant, par rapport à ce que dit la science sur ce type de décision, c'est de la science ultramolle. En d'autres termes, je vais très très fort. Vous refaites le même jury dans 6 mois, vous allez prendre une autre décision. Ça va bien sûr prendre une autre décision. Il n'y a aucun critère vraiment objectif au sens que vous pouvez vraiment dire que ça c'est un meilleur dossier qu'un autre. À tel point que j'ai découvert qu'il y avait certaines administrations, pas en Belgique, mais notamment dans les pays anglo-saxons, qui pour ce type de dossier, quand on arrive à des types des candidats ex aequo, on pourrait considérer que les 3 villes belges sont ex aequo, proposent le tirage au sort parce qu'à la fin, on réunit un comité d'experts. Oui. On est en train de faire des dossiers, au final ça peut se jouer à pile ou face. Ça peut se jouer à pile ou face, mais d'un point de vue de la science, le tirage au sort, c'est la seule méthode tout à fait objective. Parce que, en fait, ce groupe d'experts n'est pas robuste et n'est pas fiable. Parce qu'en vérité, pour tester le groupe d'experts, il faudrait faire une sorte de méta-expertise, c'est-à-dire d'une expertise de l'expertise. Et ça, qui refuse de la faire? Les experts, en général. Ils n'aiment pas être expertisés. Et même l'expertise de l'expertise, il faudrait la soumettre à des experts. Oui, et on est parti comme ça. En voilà. attendant, le secteur culturel du côté de Molenbeek attend avec impatience cette décision. Écoutez Ben Amidou, comédien ultra connu, metteur en scène et homme de compagnie. Alors c'est clair que si Molenbeek est capitale culturelle en 2030, bien sûr, on pense que ça aura des retombées sur le milieu associatif, sur le milieu socioculturel, sur les gens, sur les quartiers, on espère, parce qu'il y a un réseau associatif qui est énorme à Molenbeek, et puis il y a une jeunesse vivifiante, on ne se rend pas compte. Donc je pense que si on l'obtient, c'est génial, et si on ne l'obtient pas, on continue. Julie, vous l'artiste qui avez roulé votre boss partout dans le pays, honnêtement, ça peut changer la vie de Molenbeek, ça. Capitale européenne de la culture, on va parler de Molenbeek enfin autrement. Bah oui, c'est vrai que c'est toujours, c'est bien de faire rayonner du positif avec la culture évidemment, mais voilà, de toute façon oui, être reconnu capitale de la culture, c'est évidemment que du positif. C'est positif pour les jeunes. En termes d'accès à la culture, oui. Il y a toujours un peu cette vision parfois élitiste de la culture. Mais ceci dit, il y a beaucoup de choses qui se passent à Molenbeek. Ils ont un centre culturel qui est très très actif avec des spectacles qui sont accessibles vraiment à tous. Donc il y a déjà un gros travail qui est fait du côté de Molenbeek. Ça peut lancer un mouvement d'entraînement justement pour que tout le monde. Ce sera l'occasion de découvrir ce qui existe et qu'on ne connaît pas toujours. Autre destination ce soir, nous allons à La Roche-en-Ardenne. Alors là, c'est le grand écart géographique. La Roche-en-Ardenne qui connaît une grosse pression immobilière, hausse de 40% en 4 ans pour le prix des maisons, des appartements, et forcément tous les regards se tournent vers Monsieur Jean-Pierre Dardenne. Alors pas le cinéaste pour le coup, mais le bourgmestre, à qui on dit comment est-ce qu'on va faire, monsieur le bourgmestre, pour se payer encore un petit appart, un petit 2 pièces avec des prix qui augmentent comme ça. C'est là qu'Hubert appelle ses amis, retrouve son vieux calepin téléphonique dans lequel il a les numéros de tous les élus locaux du pays. Non, ne les ai plus. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que les locaux puissent rester et acheter un logement? Une petite précision, c'est 40% pour les Ardennes en général, mais c'est La Roche-en-Ardenne qui est à la pointe, 42%. 42%, ça explose. Alors, il me l'a dit tout de suite, écoutez, juridiquement, nous ne pouvons pas empêcher la vente d'un privé à un privé. Ça, il y a des règles belges, il y a des lois européennes qui sont contraires au principe d'égalité, de non-discrimination. On est bloqué. Par contre, me dit-il, c'est vrai que les jeunes de la ville ont des difficultés à se payer des maisons parce que leur prix a augmenté. Moi, j'aimerais bien que les jeunes qui veulent rester habiter ici, y restent. Alors, il y a peut-être moyen. Ce qu'on va faire, on va augmenter l'offre de logements. Créer des logements.
Comment ? En faisant sur les terrains communaux, en créant des zones constructibles sur les terrains communaux. Et là, il y a moyen d'attribuer des critères qui seraient favorables aux jeunes. Par exemple, s'ils ont des enfants à l'école, c'est là une des seules façons d'essayer d'aider. C'est pas mal. Et même y voir des prix différents. Parce que j'ai le souvenir, Julie, arrêtez-moi si je me trompe, que même à Knock, qui est la cité balnéaire un peu chic, voire snob par excellence, même là, on tente de faire rester les Knockois d'origine en disant sinon ils vont tous partir. Bah oui, c'est normal, c'est la culture aussi d'une ville. Et là, il y a des décisions qui ont été prises au niveau communal. C'est un peu comme ce que Hubert disait. Hein. Voilà, ici, quand il y a un projet immobilier, il demande aux promoteurs de garder, si vous voulez, un pourcentage du bien pour qu'il soit accessible aux locaux, donc à des prix un petit peu plus attractifs. La commune a recours aussi à l'amphithéose. L'amphithéose, c'est quoi ? C'est le fait de louer des terrains qui appartiennent à la commune pour une durée qui peut aller jusqu'à 99 ans. Comme ça, vous pouvez construire votre maison dessus, donc vous n'avez pas à payer le terrain, vous payez que la construction. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que 99 ans plus tard, vous rendez les clés à la commune parce que la maison, du coup, appartient à la commune. Il y a le temps de voir venir. Il y a le temps de voir venir. Il y a le temps de voir venir un tout petit peu pour le coup. Et il y a aussi le fait, ça c'est des décisions plus urbanistiques. On demande, le bourgmestre demande que les personnes qui achètent un bien se domicilient à Knock. Et donc, il ne peut pas le demander légalement, mais il aimerait bien taxer un peu plus les résidences secondaires. Professeur, j'assiste à une scène terrifiante. Nous sommes pressés par le temps, puisque forcément, il y a beaucoup de sujets encore à traiter. Oui. Et en même temps, je vois Hubert qui, depuis 5 minutes, me fait un petit truc à dire. Pendant que vous parlez, il aurait déjà placé 10 fois. Mais je veux l'avis de la science. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui accorde ce petit ou on passe ? Oui, moi je pense, parce que j'ai dit... Très rapidement. Moi je dirais oui, Thibault. Très rapidement. Le bourgmestre de La Roche a une deuxième possibilité d'agir sur les créations de nouveaux gîtes. Des personnes créent des gîtes pour attirer, parce que c'est une ville touristique. Ouais. Là, dit-il, je vais quand même freiner beaucoup. Je vais exiger que le demandeur de création de gîte réside dans la commune. Je me demande si on a bien fait de lui accorder ce... Oui. Eh bien, nous allons en discuter pendant la pause. Nous reviendrons avec le verdict dans un instant, et dans un instant surtout, une star de l'humour français qui revient en Belgique. Jérémy Crédville, il est sur scène et c'est le roi de l'improvisation. Avant d'improviser devant vous à Liège, il improvisera dans ce studio. A tout de suite, c'est dans 100% Belge. Merci d'être là dans 100% Belge et nous sommes en train d'assister à une dispute entre le professeur Bouchela d'un côté et Romuald Lamorté qui prend trop de place par rapport à l'autre. Nous le verrons dans un instant. Mais avant ça, place au menu de ce soir avec la grande affaire. Les seniors sont en colère parce qu'on leur interdit d'adopter certains animaux de compagnie et l'affaire s'invite même au Parlement. Nous parlerons aussi de Bruxelles où l'interdiction de boire dans l'espace public, sur la voie publique, a été prolongée d'1 an. Est-ce que ça marche vraiment ou pas ? Et puis Zaz, de retour, la chanteuse la plus populaire à l'étranger, en tout cas l'une des chanteuses françaises les plus populaires à l'étranger, a fait appel à des Belges. Oui, mais qu'est-ce que les Belges gagnent dans cette affaire ? On en reparlera dans un instant. Avant ça, il est l'heure d'ouvrir le consulat. Cet homme est talentueux et fou en même temps. Il s'appelle Jérémy Crédville. Il arrive sur scène le 14 octobre à l'occasion du gala du Vous Rire Festival avec L'Enquête. Un spectacle où il improvise autour d'un crime, une affaire criminelle, sauf qu'il va tout vous raconter en direct avec des objets que vous amènerez de votre maison et qui participeront de la scène du soir. La preuve. Bonsoir Jérémy ou bonsoir inspecteur. On ne sait pas très bien comment on doit vous accueillir ce soir. Qui vous voulez accueillir. Écoutez, menons l'enquête nous aussi de notre côté à propos de ce spectacle. On a une question très simple à vous poser, inspecteur. Jean-Rémy Piedvigne, puisque c'est le nom que vous portez dans ce spectacle. Exactement. À quel moment, quel matin vous vous êtes levé en vous disant j'ai une idée de spectacle et c'est ça que je vais faire? Parce que sincèrement, on n'a pas compris d'où ça sortait. Mais moi non plus. Il y a 4 ans en fait, j'avais pris 10 mercredis dans un comédie club qui s'appelle le Spotlight à Lille. Et pendant ces 10 mercredis, je devais construire mon spectacle. Au bout de 7 mercredis, j'avais déjà un spectacle écrit de fait. Et il me restait 3 mercredis. Et je me suis dit, si les gens amènent des objets et que j'improvise là-dessus, pourquoi pas essayer de créer un truc. Premier mercredi, ils amènent des objets, j'avais fait une sorte de braderie. Et le deuxième, j'avais mis
ça dans un décor de commissariat et je menais une enquête à l'aide de ces objets. C'est là que le spectacle est né. Donc je prends n'importe quel objet, au hasard, j'ai une brosse à dents qui me passe sous le coude, ça peut devenir lors de votre spectacle l'objet du crime. Ça peut devenir l'objet du crime, exactement. Ce qui est assez incroyable à travers de tout ça, c'est que vous faites face à la bizarrerie des gens, à la bizarrerie des Belges. On vous amène absolument tout et n'importe quoi. Je prends quelques exemples au hasard, retrouvez ça et là, une peluche gigantesque de Winnie l'ourson, un squelette de dinosaure, je ne sais pas qui a un squelette de dinosaure chez lui, mais voilà entre autres ce que vous avez vu, une pagaie, c'est aussi arrivé. Vous avez l'impression de servir de psychologue, de thérapeute par rapport aux fantasmes et aux folies. Il y a un truc que j'aimerais voir et que je vois pas malheureusement parce que je suis en loge, c'est quand les gens arrivent avec les objets, parce qu'ils se déplacent avec leur gros nounours, les pagaies ou quelqu'un m'a ramené un chiotte une fois, donc je trouve ça génial et j'aimerais tant être dans la file d'attente, je trouve ça canon. C'est la question bateau pour le spécialiste de l'improvisation. Mais non, pas pour la pagaie, pour le spécialiste de l'impro que vous êtes. Il n'y a jamais eu le coup de la panne à un moment donné en disant je ne sais pas quoi raconter avec cet objet. C'est ça qui est chouette avec l'improvisation, c'est qu'on ne peut pas avoir de trou de mémoire ou de texte qu'on n'a pas bien appris, quoi. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver. Donc non, des fois il y a des objets qui nous laissent un peu plus pantois que d'autres, mais comme j'ai la chance d'en avoir beaucoup, vu le nombre de spectateurs qui viennent, je peux toujours me rattraper à un autre truc. Et petit message aux Belges pour le 14 octobre, la pagaie, c'est fait, ne l'amenez pas, essayez de trouver autre chose et je suis sûr qu'il y a des réserves et des trésors dans vos placards. C'est l'occasion aussi rêvée, évidemment, d'amener ses amis sur scène, ce spectacle. Vous l'avez fait en France. Ici, on découvrira avec vous Arnaud de Samer. Visage bien connu de la scène française, mais aussi Philippe Boxeau, qu'on connaît beaucoup moins dans ce registre-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous renifler un petit peu ou ça va être vraiment une découverte sur scène? Parce que c'est pas son métier pour le coup. J'ai eu l'occasion de renifler Philippe. Tout bien, tout honneur, évidemment, de façon scientifique. Lors d'une émission avec Guillaume vous détend. Et hyper chouette gars, et quand on me l'a proposé pour faire le légiste, donc pour jouer son propre rôle, j'ai dit mais banco, c'est trop bien. Donc j'espère trouver un crime assez farfelu pour essayer de le piéger, quoi. Oui, et sachant qu'il en a vu de toutes les couleurs, on espère que vous lui offrirez une scène de crime qu'il n'a jamais vue dans sa carrière. Ça aussi c'est un fameux défi. Tiens, à propos de vos amis, on vous a beaucoup vu ces dernières années aux côtés d'un Belge qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Guillermo Guise. On vous voit un peu moins avec lui, c'est quoi? C'est une question d'agenda? C'est une question de plan de carrière? Et il a trouvé sa compagne, il a trouvé sa maison et son chien, il a moins de temps pour moi. C'est la faute à madame, quoi. Non, on l'adore aussi. Non, la dernière fois que j'ai croisé, c'était en Suisse. Pour le coup, on se croise très peu avec Guillermo, on s'envoie des messages de temps en temps. C'est comme, je sais pas, ça s'envoie un message une fois par an, mais c'est toujours un plaisir, quoi. C'est celui que tu vois pas pendant quelques mois et quand tu le retrouves, c'est comme si tu l'avais pas vu. Et très égoïstement, si vous pouviez refaire un projet professionnel avec lui, je pense que ça comblerait des milliers et des milliers de personnes. Donc on lance l'appel à Guillermo s'il nous regarde ce soir. C'est un rôle que vous jouez quelque part sur scène à contre-emploi. On va décrire un petit peu cet inspecteur qui est misogyne, raciste, homophobe, alcoolique, qui n'a jamais résolu aucune enquête dans sa vie, sauf ce soir-là. Ça va être sa première réussite, totalement à contre-emploi, parce qu'on sait qu'il y a quelques mois, au moment des élections, vous avez pris position sur des sujets de société et ça vous a même un peu été reproché. À l'époque, c'était pour appeler à voter, pas forcément pour, mais certainement contre le Rassemblement national. Les amis, on me chie à la gueule depuis presque 24 heures, d'où mon visage et l'état de mon t-shirt. Parce que j'ai donné mon avis sur la politique, j'ai dit que je, personnellement, ne voterai pas pour le RN. C'est pas parce que je ne vote pas pour un parti que je vous oblige à voter pour un autre. Faites ce que vous voulez, mais votez en votre âme et conscience pour un parti, pour les idées et pas pour la personne jolie qu'il représente. De toute façon, il n'y a pas de débat. Quand tu dis je vote pas RN, les gens claquent la porte. Ah ouais, je me casse. Je me désabonne et je revends tes places. Bon, ok, donc il n'y a pas de débat. Bon, la France va pas forcément beaucoup mieux depuis, mais on va laisser le débat de côté. C'est le plaisir du contre-emploi de jouer un rôle comme celui-là qui est à l'opposé de ce que vous êtes dans la vraie vie. Mais c'est trop bien et puis ça permet... en fait, c'est ça qui est cool, c'est que l'espace scénique, c'est un espace de liberté assez improbable et incroyable. Et quand tu joues une caricature, les gens comprennent que c'est de l'humour. Donc je me suis dit, autant jouer. Et puis, ce qui excuse en fait le fait du racisme, de l'alcoolique, de la misogynie, etc., c'est que ce soit un inspecteur. Donc les gens ont une image de la police qui est comme ça un petit peu à l'ancienne. Du coup, je me dis, autant aller dans la caricature et ça marche. Et de nouveau, sans remuer le passage que vous aviez fait à l'époque et la sortie politique entre guillemets que vous aviez faite à l'époque, il était évident que votre position contre le Rassemblement national, c'était aussi la défense des artistes, de la culture. On sait que c'est un parti qui ne valorise pas forcément ce genre de profession. Et il se fait que le gala le festival auquel vous allez participer est aussi un moment charnière de son histoire. Je vous livre quelques propos des frères Taloche à propos de ce gala. Nous vivons une période très difficile pour la culture. Comme de nombreux autres acteurs du secteur, nous devons désormais composer sans les aides du gouvernement qui s'amoindrissent. Honnêtement, vous le sentez, vous, un peu partout, que la culture aujourd'hui est, je ne vais pas dire menacée, mais presque?
Moi, si j'ai pas d'élu dans la salle, ça me va, en fait. Elle est menacée. Je trouve pas qu'elle soit si menacée que ça. C'est juste qu'il y a moins de subventions, c'est clair, mais il y a toujours du public qui est prêt à sortir de chez lui pour aller voir des choses. Le spectacle vivant, c'est essentiel, quoi. Moi, je sais que j'ai eu un éveil du spectacle en allant en voir un. C'est pas en restant devant sa télé ou en restant chez soi que ça fonctionne, quoi. Et je pense qu'il y aura toujours un public, hein, quoi qu'on fasse. Et on en aura la preuve une nouvelle fois le 14 octobre, parce qu'à mon avis, vous allez faire salle comble si ce n'est pas déjà fait. Merci Jérémy d'être passé nous voir. On se retrouve à Liège et dans d'autres aventures plus tard. Il est l'heure de lancer de notre côté la remise des diplômes. Et au cœur de cette remise des diplômes, le retour de Didier Reynders. Didier, dont on n'entend plus beaucoup parler, on s'inquiète un petit peu pour lui. On le sait désormais, il est surtout associé, pas forcément à des sujets de géopolitique, mais plutôt à ceci. Le bonheur, ça se partage. Donc j'ai décidé d'adopter. Il a fallu s'habituer, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on est bien. Allez, toutou! Devenez scandaleusement riche avec Euromillions chaque mardi et vendredi et faites-en profiter les autres. Ciao. Allez, toutou, vous voyez, dès qu'il y a un tirage de l'euro-million, elle veut prévenir Didier que c'est peut-être ce week-end qu'il va encore remporter la mise. En attendant, Didier Reynders, et de nouveau, présomption d'innocence, on ne sait même pas ce qui va advenir de son sort dans les prochains mois, suite effectivement à tout ce qui s'est passé et à ces jeux de loterie un petit peu trop nombreux, dirons-nous, pour rester polis. Mais en attendant, on redoute, notamment du côté du PTB, qu'on fasse appel à une transaction pénale et qu'il n'y ait pas de procès. Il serait inacceptable, dit Sophie Merckx, que M. Reynders puisse simplement signer un chèque pour éviter un procès. C'est un exemple flagrant de justice de classe. Romuald, juste pour qu'on se mette bien d'accord, c'est quoi une transaction pénale ? Alors, c'est un deal, en fait, un accord entre d'un côté la justice et de l'autre côté un suspect, homme ou femme. Et donc, au lieu d'un procès, eh bien, vous payez une somme qui est fixée par le parquet et ses services et en échange, les poursuites s'arrêtent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas... Casier judiciaire vierge, Exactement. L'idée, c'est un peu de désengorger les tribunaux, mais effectivement, comme Sophie Merckx, ça fait grincer certaines dents, notamment au PTB, parce qu'on parle d'une justice à double vitesse. Vous avez les moyens de payer, la procédure s'arrête, vous n'avez pas, vous allez au procès. Et attention quand même, c'est vrai que si on ne va pas au procès, il n'y a pas de vérité judiciaire. Et donc, dans le cas il pourra toujours dire je suis innocent ou je reste présumé innocent. Plus que ça, pas de vérité judiciaire, c'est-à-dire que dans l'affaire Didier Reynders, on ne saurait pas d'un côté ou de l'autre d'où vienne l'argent. Et donc, resterait un flou, une sorte de suspicion. Et il faut quand même le préciser aussi, c'est pas pour tous les cas, cette transaction pénale, c'est limité à certains cas. Donc, par exemple, si le procureur requiert une peine au-dessus de 2 ans, généralement, on ne propose pas ce cas-là. Et si vous avez mis l'intégrité de quelqu'un, par exemple, j'ai décidé de tabasser ici mon ami Fabrizio, eh bien, j'aurais pas de transaction pénale. Je savais qu'il y avait des problèmes de place entre vous, et de qui dispose trop de place sur le comptoir, mais de là à le menacer physiquement, doucement. Hubert, sincèrement, vous qui avez suivi la politique pendant des années et des années, vous voulez qu'on aille au bout de cette affaire ou ça vous dérangerait pas une petite transaction pénale, ça rapporte de l'argent à la justice et comme ça on est tranquille? Mais vous savez, c'est une question de culture, c'est assez étonnant chez nous, mais aux États-Unis c'est une pratique très très courante. Bon, et qui pose les mêmes questions. Exactement, et parce que c'est ça, c'est ce problème, on reste dans le flou. Et pourquoi faire un peu une justice à 2 vitesses ? C'est un gros questionnement. Parce que là, il y a une sanction d'un juge lorsqu'on va au bout. Et pour l'anecdote, quand même, cette transaction pénale élargie, à la base, c'était l'EMR et notamment Didier Reynders qui avait plaidé pour que cette loi arrive, avec notamment le fameux homme d'affaires Padok Chodiev qui en avait profité. Donc voilà, peut-être qu'elle profitera à d'autres personnes. J'ai une question pour la science, si vous le permettez. Est-ce qu'on a plus de chances de gagner à la loterie ou de bénéficier d'une transaction pénale sans être condamné par la justice ou d'être condamné par la justice en transaction pénale? Que dit la science? Mais écoutez, la science est claire, parce que la science peut tout. Savez-vous quelle est la probabilité de gagner à au loto belge de rang 1? Une chance sur 1 million. Oui, une chance sur 8 millions. 8 millions. Une chance sur 8 millions. C'est une poussière de chance. Donc j'ai plus de chances de demain me lever chevelu que de gagner au loto. Donc honnêtement, franchement, la transaction pénale, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir que de gagner au loto. Bon ben voilà, Didier, arrêtez de jouer au loto et tentez la transaction pénale. C'est le conseil de la science ce soir. Deuxième visage au cœur de cette remise des diplômes, c'est le visage de Zaz, l'une des plus grandes chanteuses françaises qui est de retour dans quelques jours avec un nouvel album dont on a déjà eu un avant-goût. On est des diamants délaissés, mon amour, ça est sauf, car l'amour sauve de tout.
Alors en soi, je ne veux pas dire que l'album de Zaz, ça nous enthousiasme particulièrement, mais Bon, il y a du pourquoi pas. belge, il y a beaucoup de belges sur cet album. Le groupe Puggy, qui a aidé à la production. Noé Préchoff, qui a écrit, je crois, la moitié des chansons pour elle. Question très simple, ces petits Belges, comment est-ce qu'ils vont gagner leur vie sur cet album? C'est un petit cachet qu'ils reçoivent en fonction du nombre d'heures, c'est en fonction des ventes d'albums, c'est quoi la loi là? Bon alors, il faut savoir que chaque personne qui est impliquée dans la réalisation d'un morceau ou d'un album est rémunérée, ça c'est tout à fait normal. Donc évidemment, il y a une... en fait, si vous voulez, quand un morceau est diffusé, quand il passe en radio, quand on achète un CD ou quand il est diffusé sur des plateformes de streaming, il génère des revenus. Ces revenus, en fait, sont récupérés par la société de récupération des droits d'auteur. En Belgique, c'est la SABAM. Chaque artiste, normalement, est affilié à sa société de récupération des droits d'auteur. Les artistes qui créent, évidemment. Donc, une fois que les droits sont récupérés, évidemment, toutes les parties prenantes sont... Une petite répartition. Sont rémunérées en fonction de la répartition. Mais en général, dans la répartition, c'est l'auteur-compositeur et une petite part pour l'arrangeur. Mais c'est vraiment l'auteur-compositeur qui a la majorité. Et donc, pour l'arrangeur, il y a des petits arrangements qui se font, effectivement. C'est parfois... Un arrangeur est parfois payé au forfait, mais il a aussi quelques points en fait dans les droits d'auteur, dans les droits de répartition SABAM. Il y a, tous les métiers qui tournent autour de l'album ou de la chanson, du projet artistique. Tous les acteurs sont rémunérés. Je résume. Ouais, Absolument. plus ou moins. Ça dépend des ventes d'albums. Totalement. Mais je résume. Noé Préchoff va donc devenir riche grâce à cet album. Puggy, un petit peu moins. Puggy un petit peu moins, puisqu'ils n'ont pas composé. Non, pas forcément. Tout ça se négocie. Ils peuvent avoir, évidemment, il y a un label met beaucoup d'argent sur une production, donc il va récupérer peut-être de l'argent aussi, parce que tout ça, c'est des contrats, c'est des négociations. Et il y a autant de cas que d'artistes. Normalement, vous savez, chaque artiste qui dépose des titres, en fait, il va voir un avocat en droit intellectuel pendant au moins 2 heures. Donc, je m'inquiète. C'est très complexe à expliquer. Je m'inquiète, Julie, parce qu'on parle de Zaz depuis 5 minutes et Mosca s'est endormi. C'est vrai? Alors, est-ce lié à son intérêt pour la chanson? On ne le sait pas. C'est peut-être ma voix. Nous allons tenter de réveiller Mosca avec un sujet alcool. Et là, subitement, vous allez voir, ça va l'intéresser. Nous allons parler de Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles-Ville. Pourquoi? Parce que Bruxelles-Ville, on en parle beaucoup. Il y a le piétonnier, lieu de gain d'ail par excellence. En tout cas, ça l'a été pendant des années. Le centre de Bruxelles, c'est un lieu de fête. Et voilà qu'on vient encore de prolonger l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Interdiction 24 heures sur 24 sur la voie publique et quasiment partout dans le centre. Professeur, est-ce qu'on a une étude qui nous prouve que quand on interdit de boire sur la voie publique, ça aide les gens à moins consommer ou en fait ils vont juste picoler dans leur appartement? Non, on a plein d'études sur ce qu'on appelle en anglo-saxonie les fameux street drinking bans. Donc c'est-à-dire l'interdiction, le bans de boire de l'alcool en rue. Exactement ce qu'ils ont... Mosca s'est réveillé. Mosca s'est réveillé. Exactement ce qu'ils font dans l'hypercentre de Bruxelles. Et en vérité, les études sont claires. On ne sait pas dire si les gens boivent moins ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ça déplace la consommation et que le phénomène n'est pas visible, ou en tout cas il est moins visible si on fait respecter. Mais donc on ne peut pas, en général, on pense que ce type de mesure ne fait que déplacer le phénomène. Ceci dit, pour les gens qui sont dans l'endroit où il y a l'interdiction de l'alcool, eux en général, ils signalent dans les études qui sont faites un mieux vivre, une meilleure sécurité et un meilleur environnement, ce qui est logique vu qu'on l'aura... Je veux rien dire, mais pendant ce temps-là, je crois que la SPA va venir chercher Mosca à un moment donné ou un autre parce qu'on entend des petits gémissements qui nous inquiètent. Hubert, juste dernier mot là-dessus. Oui. On voit que l'interdiction de boire sur la voie publique, il la prolonge, mais de 6 mois, d'1 an grand maximum. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une règle définitive? Écoutez, Bruxelles avait un vœu pieux en interdisant les boissons en rue sur le piétonnier. Elle espérait faire diminuer la consommation d'alcool. Alors, on ne sait pas si ça a diminué ou pas, mais on a constaté quelque chose. Les procès-verbaux pour alcoolisme ont augmenté. Ah oui, ils ont augmenté. Donc là, la commune qui espérait peut-être un jour éradiquer l'alcoolisme en rue et ne plus prendre cette décision, elle s'est dit, on va encore essayer 1 an en espérant toujours essayer de faire diminuer l'alcool. Oui, mais les chiffres en plus des procès-verbaux ne montrent pas vraiment la réalité. Il n'y a que 2 procès. Si on regarde sur l'ensemble d'une année par jour, vous pensez bien qu'il y a sûrement plus d'infractions que ça sur l'ensemble du territoire bruxellois. Et je vous cite. Oui, mais je ne bois qu'un chocolat chaud en ce moment, donc il n'est pas suspect d'amitié particulière pour l'alcool. De non-respect, je parle des procès
sait, de non-respect d'abstention d'alcool en rue. Ça a augmenté, donc apparemment, le commentaire. J'ai un autre sujet qui va vous énerver dans un instant. On empêche certains seniors d'adopter certains animaux de compagnie. Et ils commencent à le faire savoir et ils commencent à râler. Ils sont en colère, on parle de cette colère dans un instant. Au cœur de la grande affaire, nos seniors sont-ils discriminés? On répond avec Mosca, juste après ça. C'est le moment ou jamais, le moment de mettre tous les chiens et tous les chats devant la télé. Pourquoi? Parce que la grande affaire les concerne ce soir. Elle concerne les animaux de compagnie, elle concerne aussi les vieux, le gang des vieux en colère, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont particulièrement remontés contre quoi? Contre les discriminations concernant l'adoption des animaux de compagnie. C'est désormais leur nouveau combat. Pourquoi interdit-on à certaines personnes plus âgées d'adopter des Moscas, par exemple? Ils font la une de la presse aujourd'hui. Résumé des faits avec Mosca. Oui, Mosca, c'est toi que ça concerne. Et avec Alexandre Gérard. Se voir interdire l'adoption d'un animal parce que vous êtes trop âgé, ça se passe encore en Belgique. Et pourtant, dans la loi, rien n'interdit à une personne de plus de 65 ans d'adopter un animal, mais de nombreux refuges refusent l'adoption aux seniors. Pourquoi? Car ils craignent un retour de l'animal à la suite d'une maladie, d'un placement ou d'un décès de l'adoptant. Et le PS souhaite donc mettre en place un cadre légal clair. Solution pour les socialistes, la mise en place d'un plan de succession pour tout adoptant, sans prise en compte de l'âge. Ça signifie qu'une personne qui veut adopter un animal devra donner le nom d'un garant pour garantir la prise en charge. Une idée qui ne convainc pas totalement l'association de défense des animaux Gaïa. Tout le monde a droit à l'adoption, mais ça ne doit pas se faire à n'importe quelle condition. Pour un refuge, c'est le bien-être de l'animal qui prime avant celui de la personne qui vient adopter. C'est pourquoi les refuges doivent garder une totale autonomie sur la question. L'association plaide pour des analyses au cas par cas. Certains refuges expliquent qu'ils réorientent parfois les candidats vers des profils d'animaux plus adaptés, par exemple. Et face à cette discrimination, je vous montre le visage de la révolte. Özlem Özen. C'est une députée qui veut qu'on trouve une loi pour remettre fin à ces discriminations. Et puis le visage qui a le droit d'agir, c'est celui d'Adrien Delimon, ministre-président de la région Wallonne, en charge du bien-être animal, qui, pour l'instant, ne semble pas prêt à prendre une mesure claire là-dessus. Est-ce que vous trouvez sincèrement qu'il y a discrimination? Julie, je démarre par vous. Moi, je trouve que le bien-être animal doit primer, évidemment, parce que voilà, l'animal, il n'en peut rien. Comme je le disais tout à l'heure, l'animal, il a un maître. Le maître doit pouvoir subvenir à ses besoins. Le chien ne doit pas être trinque-ballé tout le temps de refuge à un autre refuge, de maître en maître. Donc oui, il faut encadrer ça. Je suis assez d'accord avec le fait qu'il faille encadrer ça. Ouais. Alors, il y a la voix très attendue, celle d'Hubert, qui rentre dans la catégorie, en toute humilité, Hubert, des seniors aujourd'hui. Est-ce que vous vous trouvez victime d'une discrimination ou pas? Les catégories jeunes seniors, d'abord. Jeunes seniors, très jeunes. Mais écoutez, on légifère bien. En Wallonie, il faut un permis pour adopter ou pour acheter un animal de compagnie. Pourquoi ne peut-on pas légiférer en la matière? Et c'est vrai. Et j'ai téléphoné à V-White, ils pratiquent déjà ça. Ils essayent d'orienter le senior vers des animaux adaptés, pas des jeunes fous, des petits loulous de Poméranie excités, mais des races plus calmes. Je ne dis pas qu'il faut des poissons rouges ou des canaris pour tous les seniors. Mais si je vous comprends bien, l'âge est un critère parmi d'autres et on tient compte de toute une série de critères. Non, mais je voulais juste rajouter qu'on donne parfois des vieux chiens à des vieilles personnes, mais voilà, les personnes peuvent encore vivre très longtemps, peut-être pas le chien, et s'attacher à un animal et le garder que 3-4 ans, ok, on sauve l'animal d'une situation, mais c'est difficile aussi pour la personne. Émotionnellement. Voilà. Avant d'entendre le papa de Mosca, le professeur Bouchella, Romuald, vous qui êtes moyennement ami avec les animaux? Non, j'ai un petit chat magnifique. Vous n'êtes pas réputé pour votre amitié pour les animaux, mais c'est peut-être l'occasion de le faire démentir ce soir. Mais écoutez, comme disait Tina Arena, aimer jusqu'à l'impossible, eh bien non, l'amour seul ne suffit pas. Les règles doivent être pour tout le monde. Est-ce qu'à 90 ans, vous adopteriez un enfant? Non. Est-ce qu'à 90 ans, c'est toujours une bonne idée d'adopter un chien ou un chat? Peut-être pas. En fait, c'est toujours de se poser les bonnes questions. Avoir un animal de compagnie, c'est un acte responsable. Exactement, c'est comme un enfant. Et donc, plutôt tenter de réfléchir à des idées. Pourquoi ne pas octroyer parfois des périodes d'essai, certains moments,
d'avoir des associations qui viendraient qu'un animal, parce qu'on sait qu'à un certain âge, il faut avoir ce lien social, il faut se maintenir en activité, il y a un isolement. Donc moi je dirais, comme le préconise d'ailleurs Ounia, parce qu'il y a une loi qui interdit la discrimination, moi j'ai envie de vous dire, faisons une évaluation individuelle pour tout le monde. De l'individuel. Il y a des gens oui, qui ne bien peuvent sûr. pas Je ne sais pas terminer ce débat. Et l'idée du garant, c'est une très très bonne idée aussi. Le garant de ce débat, ce sera le professeur Bouchela. le pratique déjà. Professeur, vous aurez le mot de la fin. Moi, si vous voulez, par rapport aux chiens et aux chats, les animaux de compagnie, la science est formelle. Les chiens sont capables de s'attacher à un maître et de se réattacher à un autre maître. Donc ce n'est pas grave. Si le maître décède, ils peuvent se réattacher à un second. Et ensuite, la science a bien montré que le taux de cortisol de ces animaux augmente au refuge et diminue dès qu'ils sortent du refuge, même d'une manière temporaire. Donc moi, je suis plutôt pour être gentil avec les seniors, d'autant que la science toujours a montré que pour les seniors, avoir un animal de compagnie est extrêmement bénéfique pour leur santé Vous voyez physique, ce qui s'affiche, psychique et professeur, à mentale. l'instant à l'antenne? Eh bien, c'est l'avis de Mosca. Entre un senior et un professeur un peu fou, vous choisissez quoi? Eh bien, c'est la question philosophique que nous pose Mosca ce soir. On vous souhaite une belle soirée. Merci pour ces mots. Merci Mosca pour votre présence. On se retrouve évidemment demain, même heure, même endroit. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Cyril Ferraud et tout le monde veut prendre sa place, suivi de Profession criminelle, présenté à 20h10 par Jody Beau et Denis Gouman. Nous, on vous dit à demain. Belle soirée. Salut.